le problème de Cauchy général, U' de t égale à f de t et de t, et bien sûr, U de 0 égale à une valeur alpha donnée. Bien sûr, on considère ici que la fonction f est lipschitzienne, donc d'un coefficient L qu'on va définir, a montré que le schéma de Crank-Nicolson est convergent à l'ordre 2, c'est-à-dire qu'il existe une constante indépendante de h et un h0 tel que pour tous les h plus petits que h0, on a la solution approchée un, moins la solution exacte au point Tn est plus petite que la constante fois h carré. Bien sûr, les Tn ici, c'est les nh plus petits que grand T. Bien sûr, on considère l'intervalle ici T dans un intervalle 0, grand T final. D'accord? Donc, on va montrer que un, en valeur absolue, un moins u de Tn plus petite qu'une constante qu'on va définir, h au carré. C'est pour cela qu'on dit qu'elle est convergente à l'ordre 2. Donc ça, c'est la différence, ou bien sûr, c'est l'erreur, hein, la différence entre la solution approchée et la solution exacte au point Tn, l'un des nœuds de la discrétisation. Alors, déjà, on va définir ce que c'est que le schéma de Crank-Nicolson. Alors, le schéma de Crank-Nicolson, c'est une modération, ou une pondération plutôt, une pondération de la méthode d'Euler explicite et de la méthode d'Euler implicite. Alors, un plus 1, c'est égal à un plus h sur 2, f de Tn et de un, plus h sur 2, f de Tn plus h et un plus 1. Ou bien, plutôt, un plus h f de Tn un. Ça, c'est le schéma de Crank-Nicolson. Normalement, ici, c'est le un plus 1. Alors, on peut voir ça comme une moyenne des méthodes de l'air explicite et de l'air implicite. Donc, si j'utilise Euler implicite ou bien explicite, un plus 1, c'est un plus h f de Tn un. Un tilde. Hein? Alors, un plus 1 bar égale à un plus h f de Tn plus 1, c'est-à-dire f de Tn plus h. F de Tn plus 1, c'est ça, Tn plus 1, Tn plus h, et un plus 1. Donc, si vous faites 1/2 fois ça, et 1/2 fois la dernière équation, vous obtenez la méthode de Crank-Nicolson. Donc, la méthode de Crank-Nicolson n'est qu'une moyenne, 1/2 méthode de l'air implicite, 1/2 méthode de l'air explicite. Donc, c'est comme ça qu'il faut appréhender la méthode de Crank-Nicolson. C'est une moyenne de deux méthodes. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que une moyenne de deux méthodes qui sont juste d'ordre 1 donne une méthode convergente à l'ordre 2. Bien sûr, les méthodes de l'air explicite et implicite sont
uniquement d'ordre 1. Mais leur texture, si vous voulez, si on mixe les deux méthodes, on obtient une méthode de Crank-Nicolson qui va être convergente à l'ordre 2. Alors, pour la démonstration, donc ça c'est le schéma proposé. Alors, pour la démonstration, on va bien sûr revenir sur cette méthode-là. Alors, l'origine de la méthode de Crank-Nicolson, c'est toujours en partant de l'équation de départ. D'accord? Alors, si on intègre la même chose entre Tn et Tn plus 1, U' de t dt, donc égal à l'intégrale de Tn à Tn plus 1 de f de t, U de t, dt. Bien sûr, ici, c'est U en Tn plus 1 moins U en Tn. Donc ça, c'est cette intégrale. Alors, pour la deuxième intégrale, on va, bien sûr, ici, on suppose que la fonction est de classe C2, ce que je n'ai pas précisé dans l'énoncé. Donc, la fonction f doit être de classe C2 sur l'intervalle 0t. Donc, on doit ajouter cette condition-là. Alors, pourquoi? Pour pouvoir utiliser l'approximation ou bien l'interpolation de Lagrange. Alors, on sait que pour une fonction g de classe C2 sur un intervalle AB, hein, on peut écrire que g de x, ou bien j de s, hein, égale à P1 de s plus g seconde en un point xi s sur 2 factoriel. Bien sûr, en utilisant bien sûr deux nœuds ici, si j'utilise les nœuds A et B, donc S moins A fois S moins B. Bien sûr, le P1 de S, c'est le polynôme d'interpolation de la fonction G aux nœuds A et B, c'est-à-dire que c'est G de A facteur de S moins B sur A moins B, plus G de B facteur de S moins A sur B moins A. Ça, c'est le polynôme, plus bien sûr l'erreur G seconde de xi s sur 2 fois S moins A, S moins B. Donc ça, c'est vu donc bien sûr dans le cours de l'interpolation polynomiale. Alors si j'utilise bien sûr le polynôme d'interpolation de la fonction f au nœud Tn et Tn plus 1, je peux écrire, bien sûr, je suppose que f est de classe C2 sur tout l'intervalle, donc en particulier sur l'intervalle Tn, Tn plus 1, je peux écrire ça, l'intégrale de Tn à Tn plus 1 de f de Tn un, ou bien f de Tn u de Tn. Alors, ici, la variable c'est t, donc t moins Tn plus 1 sur Tn moins Tn plus 1, plus f de Tn plus 1, u de Tn plus 1, t moins Tn ici, et en bas c'est Tn plus 1 moins Tn, plus, bien sûr, le terme de l'erreur. La dérivée seconde, on a un certain xi n. Bien sûr, le xi n, c'est un point entre le Tn et le Tn plus 1 sur 2. T moins Tn, T moins Tn plus 1. N le tout, donc dt. Alors, le Tn moins Tn plus 1, c'est moins h. Et le Tn plus 1 moins Tn, c'est h. Donc, Tn plus 1, c'est Tn plus h. Donc, Tn plus 1 moins Tn, donc ça fait donc h. Donc, si j'intègre cette quantité-là, j'obtiens
ici, je vais obtenir un h sur 2 en intégrant ça, f de Tn et u de Tn, plus la même chose ici, je vais obtenir un h sur 2, donc c'est facile, ça c'est une constante, donc je la fais sortir de l'intégrale, et j'intègre le t moins Tn entre Tn et Tn plus 1, donc j'obtiens le h carré sur 2, donc en simplifiant, j'obtiens h carré et ici un h, donc j'obtiens h sur 2, donc f de Tn plus 1 et de Tn plus 1, bien sûr, plus l'intégrale de la partie erreur. Bien sûr, on peut remarquer que cette quantité-là, t moins Tn plus 1, garde un signe constant, négatif, sur les bords Tn plus 1. Donc, lorsque t varie entre Tn et Tn plus 1, t moins Tn est positif, mais t moins Tn plus 1 est négatif. Donc, le produit reste toujours négatif. Donc, je peux utiliser la formule de la moyenne et écrire que cette intégrale-là, c'est égal à une valeur f seconde d'un certain Cn, f seconde d'un certain Cn sur 2, l'intégrale de Tn à Tn plus 1 de t moins Tn plus 1 dt. Donc finalement, donc si je remplace tout, j'obtiens u de Tn plus 1 moins i de Tn, ça c'est obtenu à partir de l'intégrale de u' sur l'intervalle Tn plus 1, donc égal à h sur 2, f de Tn u de Tn, plus h sur 2, f de Tn plus 1 u de Tn plus 1, plus f seconde de c, n, sur 2. Alors l'intégrale de Tn à Tn plus 1, donc on va calculer cette intégrale, donc l'intégrale de Tn à Tn plus 1, t moins Tn plus 1, dt, donc bon, on va faire le changement de variable, donc si je considère la fonction psi qui va de l'intervalle 0,1 vers Tn plus 1, qui a S associé T, égale à Tn plus 1 moins Tn fois S, plus Tn. Donc, la fonction psi, c'est une fonction bijective, donc elle est croissante continue sur l'intervalle 0,1, donc c'est bijectif. Donc, cette intégrale-là, je peux la remplacer par, donc on va calculer juste l'intégrale, puis remplacer la valeur dans la formule générale. Et donc l'intégrale de Tn à Tn plus 1, de T moins Tn plus 1, dt, égale à l'intégrale de 0 à 1. Alors T moins Tn, donc ça fait H, donc ça c'est H, donc ça fait Hs pour cette quantité-là. Et cette quantité, ça fait T moins Tn plus 1, donc ça fait H facteur de S moins 1. Et bien sûr, le dt, c'est H ds. Donc on obtient ici, finalement, H au cube. L'intégrale de 0 à 1 de S carré moins S ds. Donc ça fait H au cube, S au cube sur 3 moins S carré sur 2, entre 0 et 1. Donc ça fait 1 tiers moins 1 demi, donc ça fait moins 1 sixième. Donc finalement, cette quantité-là, c'est H moins H au cube sur 6. Donc la formule générale,
formule générale, c'est U en Tn plus 1 est égal à U de Tn. Donc, je fais passer le U de Tn de l'autre côté. Donc, plus H sur 2 F de Tn et de U de Tn, plus H sur 2 F de Tn plus 1, U de Tn plus 1, plus le terme erreur. Donc, F seconde d'un certain Cn, avec, donc ici c'est moins 1 sixième, donc ça fait moins 1 sur 12 H au cube. Voilà. Donc, si vous regardez bien, ça c'est la partie approximation, donc par la méthode de Crank-Nicolson, bien sûr, puisque on a dit que la méthode de Crank-Nicolson, c'était U indice n plus 1, U indice n plus 1. Donc ça, c'est l'approximation de ça. Donc égal à Un plus H sur 2 F de Tn Un plus H sur 2 F de Tn plus 1 Un plus 1. Voilà. Donc ça, c'est le terme, pardon, ça c'est le terme erreur. Alors maintenant, donc, on a vu que U de Tn plus 1, donc la solution exacte vérifie cette équation. Et ça, c'est l'équation ou bien le schéma de Crank-Nicolson. Maintenant, on va essayer de voir la différence entre la solution exacte et la solution approchée pour pouvoir majorer le Un moins le U de Tn en valeur absolue, tout simple. Donc vous voyez que ici, donc on va poser donc alors donc on va donc je vais effacer ça. Donc je vais écrire cette partie-là, epsilon n. Donc U de Tn. Donc U de Tn plus 1, U en Tn plus 1 est égal à U de Tn plus H sur 2 F de Tn U de Tn plus H sur 2 F de Tn plus 1 U de Tn plus 1 plus epsilon n. Bien sûr, le epsilon n, c'est ce terme-là, f seconde de Cn, h à la puissance 3 sur 12. Donc une constante, donc c'est de l'ordre d'une constante fois h au cube. Alors maintenant, si je pose En, l'erreur entre la solution exacte, entre la solution approchée et la solution exacte. Donc on pose En égale Un moins U en Tn, c'est-à-dire la solution approchée en Tn moins la solution exacte au point Tn. N'oublions pas que pour le schéma Un plus 1 est égal à Un plus H sur 2 F de Tn Un plus H sur 2 F de Tn plus 1 Un plus 1. Voilà. Alors, donc si on fait la différence, Un plus 1 moins Un de Tn plus 1, donc j'obtiens le En plus 1, donc égal, donc Un moins U de Tn, donc ça fait En, plus H sur 2 F de Tn Un moins F de Tn U de Tn plus le terme H sur 2 aussi
crochet f de Tn plus 1 Un plus 1 moins f de Tn plus 1 U de Tn plus 1. Voilà. Plus, bien sûr, ou moins, hein. Bon, on s'en fout. Donc, moins le epsilon n. Donc, si je fais ce calcul. OK. Alors maintenant, je vais essayer de majorer cette quantité-là, donc valeur absolue de n plus 1. Donc, bien sûr, c'est la valeur absolue de toute cette quantité du second membre. Bien sûr, en utilisant le fait que la valeur absolue de la somme est plus petite que la somme des valeurs absolues. Et utiliser le fait que f est lipschitzienne par rapport à la seconde variable. Donc, on va avoir En ici, plus h sur 2. Bien sûr, la valeur absolue de f de Tn Un moins f de Tn U de Tn plus 1 est plus petite que, je vais appeler par exemple L la constante de Lipschitz, donc inférieure à L fois Un moins U de Tn. Voilà, pour cette quantité. La même chose, plus h sur 2. J'utilise encore le fait que f est lipschitzienne par rapport à la seconde variable. Et bien sûr, en utilisant la constante de Lipschitz L, donc f de t et de x1 moins f de t et de x2 inférieur ou égal à L, valeur absolue de x1 moins x2. Donc c'est ça, la fonction f est lipschitzienne par rapport à la seconde variable avec le coefficient de Lipschitz égal à L. Donc h sur 2, facteur ici de, bien sûr, Un plus 1 moins U de Tn plus 1. Plus la valeur absolue de epsilon n. Donc c'est une constante fois, bien sûr, plus petit qu'une constante fois h au cube. Hein? Puisque le epsilon n, on a dit que le epsilon n, c'était f seconde d'une constante sur 12 avec un signe moins fois h au cube. Donc, on peut majorer ça par une constante fois h au cube. Une constante c fois h au cube. Alors, bien sûr, le Un moins U de Tn, c'est En. Et le Un plus 1 moins U de Tn plus 1, c'est le En plus 1. Donc, on va obtenir la relation suivante. On va obtenir la relation suivante. Donc, le En plus 1, pardon. Le En plus 1, en valeur absolue, facteur. Ici, on a un 1. Donc, cette quantité-là, on va la transmettre de l'autre côté. Donc, moins HL sur 2. Hein? Ça, c'est En plus 1. Ça, c'est En plus 1. Et ça, c'est En. Donc, inférieur ou égal à En, en valeur absolue, facteur de 1 ici plus HL sur 2. Bien sûr, plus la constante fois H au cube. Donc, c'est ça la relation qu'on a entre l'erreur à l'instant Tn plus 1 et l'erreur à l'instant Tn. Alors, on va utiliser quelques astuces de calcul pour pouvoir majorer d'une façon convenable, si j'ose dire, cette inégalité. Alors, je vais poser que le CH au cube, on peut l'écrire sous cette forme. 1 plus HL sur 2 fois bon, bien sûr, juste le H au cube. H au cube est égal à 1 plus H sur 2 fois H carré
plus, ou bien moins 1 plus 1 moins HL sur 2, voilà, fois H car. Ou encore, donc si je fais le H carré en facteur, donc ici je vais avoir 1 plus HL sur 2, moins 1 plus HL sur 2. Donc je vais avoir ici, donc je dois multiplier ici par, donc ici je vais avoir 2 HL, HL, donc je dois diviser ici par L, d'accord. Ok. Alors, si vous faites ce calcul-là, on obtient exactement le H au cube. Alors, pourquoi j'ai fait je l'ai écrit sous cette forme-là? C'est pour pouvoir factoriser ici le En plus 1 et le En. Donc, si je fais ce calcul, donc j'obtiens ici HL, H carré sur L, plus H au cube L sur 2, moins H carré sur L, plus ici H carré sur 2, H au cube sur 2, donc le L en facteur, donc plus H au cube sur 2. Donc si vous simplifiez ici, vous obtenez le H au cube. H au cube sur 2 plus H au cube sur 2, donc égal à H au cube. Alors, si je remplace le H au cube par cette quantité, j'obtiens, et bien sûr je fais passer ce terme-là dans le second terme. Alors je vais obtenir le En plus 1, facteur de 1 moins HL sur 2, donc plus ce terme-là, donc 1 moins HL sur 2, fois le H carré sur L, est plus petit que, donc fois la constante, bien sûr, fois la constante C. Hein? Donc si je fais ici C, donc je vais avoir ici C, ici un C. Donc plus En, facteur de 1 plus HL sur 2, plus le 1 plus HL sur 2, fois C sur L, H carré. Donc si je factorise par ici 1 moins HL sur 2, et là par 1 plus HL sur 2, donc on obtient En plus 1, facteur ici, pardon, non, le En plus 1, ok, donc le En plus 1, donc le En plus 1, facteur de 1 moins HL sur 2, plus bien facteur, bon, on peut faire ici le 1 moins HL sur 2, 1 moins HL sur 2, 1 moins HL sur 2, facteur de En plus 1, plus H carré C sur L. Voilà. Inférieur ou égal à 1 plus HL sur 2, facteur, la même chose, de En ici, plus C H carré sur L. Voilà. Et donc, bien sûr ici, on va supposer bien sûr que le 1 moins HL sur 2 est positif, c'est-à-dire que H est plus petit que 2 sur L. Hein. Donc, parce que dans la question, c'est ici, hein, vous voyez que H doit être plus petit qu'un certain H0. D'accord?
Donc pour pouvoir faire passer cette quantité de l'autre côté. Donc finalement, le En plus 1, le En plus 1, donc bien sûr 1 moins HL sur 2 positif, strictement positif, c'est-à-dire H plus petit que 2 sur L. Donc ça c'est la condition de départ pour pouvoir diviser par 1 moins HL sur 2 et bien sûr garder l'inégalité dans ce sens-là. Donc le En plus 1 plus H carré C sur L inférieur ou égal à 1 plus HL sur 2 sur 1 moins HL sur 2 facteur de En plus CH carré sur L. OK. Alors bien sûr, si j'utilise la relation de récurrence entre En plus 1 et En, et bien sûr après entre En et En moins 1, ainsi de suite, donc la même chose, donc on peut dire que En plus CH carré sur L va être plus petit aussi à 1 plus HL sur 2 sur 1 moins HL sur 2 fois En moins 1 plus le C H carré sur L. D'accord? Donc de proche en proche, donc En plus CH carré sur L va être plus petite que 1 plus HL sur 2 sur 1 moins HL sur 2 à la puissance N facteur de E0 plus CH carré sur L. Alors bien sûr, le E0, c'est quoi le E0? Le E0, c'est U0 moins U en 0, donc c'est égal à 0 puisque la solution initiale est la même pour la solution exacte et la solution approchée. Donc finalement, ce terme-là est nul. Donc on obtient cette inégalité on obtient l'inégalité suivante. En plus CH carré sur L est plus petite que 1 plus HL sur 2 sur 1 moins HL sur 2 à la puissance N fois CH carré sur L. Puisqu'on a dit que le E0 est nul. La différence entre la solution exacte et la solution approchée à l'instant initial est la même. Alors, bien sûr, on sait qu'on peut majorer ce terme-là. Donc, je peux faire passer le CH carré sur L de l'autre côté. Donc, je vais avoir ici moins CH carré sur L. Donc, le En carrément. Donc là, alors le En, n'oublions pas ce que c'est que le En, c'est Un, bien sûr, moins U de Tn. Alors, on peut dire que 1 plus x sur, donc 1 plus x sur 1 moins x est inférieur à 2 fois exponentielle 2x. Ou bien exponentielle x. Bon, exponentielle x. Il existe un x, quel que soit x, plus petit que x0. Alors pour cela, il suffit de montrer bien sûr que cette fonction-là
Alors, si je considère cette fonction, si je considère la fonction g de x égale à 2 exponentielle x facteur de 1 moins x moins 1 plus x, alors si je calcule g de 0, j'obtiens ici 1, ici donc ça fait 2, moins 1, donc ça fait 1. Donc g de 0 est positif. Et cette fonction g, elle est strictement décroissante. On peut montrer que g' de x, bon, elle est négative, donc c'est facile à calculer. Donc c'est une fonction décroissante strictement, mais qui part d'une valeur positive. G de 0 égale à 1, mais g de 1, si vous calculez g de 1, alors g de 1 c'est égal, ici je vais avoir 0, c'est négatif, hein? G de 1 est négatif. Donc cette fonction décroît de 0, 1 vers 1, donc tous les termes qui sont entre 0 et 1 sont positifs. Donc il existe un x0, donc ce x0 il est plus petit que 1, tel que quel que soit x entre 0 et x0, g' de x est positif. Donc je peux majorer cette expression par 2 fois exponentielle. Donc finalement le en est plus petit que 2 fois exponentielle HL sur 2 à la puissance n, donc 2 exponentielle x, hein, fois bien sûr, voilà ici, le ch carré sur L, ou bien je vais faire ici, je vais factoriser par ch carré sur L, donc moins 1, fois la constante c sur L h carré. Bien sûr, donc ça fait 2 à la puissance n exponentielle n h fois L sur 2, moins 1, fois, bien sûr, c h carré sur L. Alors, bien sûr, il est facile de voir, bien sûr, le NH, c'est le Tn, hein, et le NH, je peux le majorer par grand T, donc je peux majorer ici encore, je peux encore majorer le En, donc En est plus petit que 2 à la puissance n exponentielle, ici, NH, donc c'est plus petit que T, hein, NH, c'est le Tn, et le Tn c'est plus petit que grand T, donc T sur 2 moins 1 fois la constante C h carré sur L. Voilà. Okay. Donc finalement, on obtient que le En est plus petit que, donc ça c'est un terme bien sûr positif, donc le En est plus petit qu'une constante, C1 fois h carré. Bien sûr le C1 c'est tout ça. Hein. Ah. D'accord. Donc on voit bien que le schéma est convergent à l'ordre 2, puisque la différence entre Un et I de Tn est plus petite qu'une constante fois h au carré. Donc, ce qui termine, bien sûr, la démonstration pour l'exercice 3. Alors, pour l'exercice 4, on se donne le schéma à pas suivant, donc yn plus 1 égale à yn plus h fois alpha f de tnyn plus bêta f de tn plus h sur 2 yn
plus h sur 2 f de tn yn plus gamma f de tn plus h yn plus h f de tn et yn. Voilà. Avec bien sûr alpha, bêta et gamma, des valeurs à déterminer pour... Donc ça c'est un schéma général, donc avec alpha, bêta et gamma des variables. Donc pour quelle valeur de alpha, bêta on obtient la méthode d'Euler. Alors pour obtenir la méthode d'Euler, donc bien sûr la méthode d'Euler, c'est yn plus 1 égale à yn plus h f de tn et yn, ou ça c'est Euler explicite, ou bien sûr yn plus 1 égale à yn plus h f de tn plus h yn plus h f de tn yn. Donc pour avoir ce schéma-là, il suffit de prendre, donc pour le premier schéma, alpha égale à 1, bêta égale à 0, gamma égale à 0. Donc pour alpha, pour la question A, donc si je prends alpha égale à 1, bêta égale à gamma égale à 0, je retrouve Euler explicite. Alors, pour Euler implicite, il suffit de prendre gamma égale à 1. Alors, gamma égale à 1, alpha égale à bêta égale à 0. On retrouve Euler implicite. Alors, pour la méthode du point milieu, donc le bêta doit être égal à 1, le alpha et le gamma égal à 0. Donc, bêta égale à 1, alpha égale à gamma égale à 0. On retrouve le schéma du point milieu. Alors, pour la méthode du trapèze, c'est un demi, ça, donc voilà. Donc bêta égale à 1 demi, gamma égale à 1 demi, alpha, non, trapèze. Bêta égale à 0, alpha égale à 1 demi, gamma égale à 1 demi. Donc alpha, gamma. Donc bêta égale 0, alpha égale à gamma égale à 1 demi. On obtient la méthode du trapèze. Alors, quelles relations doivent satisfaire le triplet alpha, bêta, gamma pour que la méthode soit consistante à l'ordre 3 ici. Donc, bon. Donc, on va voir déjà l'ordre 1, l'ordre 2 et pour l'ordre 3. Est-ce que ça reste consistant? Alors, donc, le schéma, c'est ça. Hein. Alors, pour que la méthode soit consistante d'ordre 1, on a dit que on va poser bien sûr yn plus 1 égale à yn plus h phi de tn de yn et de h. Donc, bien sûr, la fonction phi, ça va être cette quantité-là. Hein, pardon. Ah, tout ça. D'accord. Alors, pour qu'il soit consistante d'ordre déjà 1, bon, pour avoir l'ordre 1, la consistance à l'ordre 1, donc il faut que le phi de tn de yn et de 0 soit égal à la fonction f de tn et de yn. Ah, d'accord. C'est-à-dire I', hein, prime de tn. Alors, si je calcule phi de tn de yn est de 0, phi de tn yn est de 0,
Donc je vais remplacer h par 0 dans cette quantité. Donc ce terme-là va disparaître. Donc j'obtiens alpha f de Tn yn plus bêta f de Tn plus 0, donc f de Tn. Ici yn plus 0, donc yn. Plus gamma, la même chose ici, f de Tn et de yn. Donc si je factorise par f de Tn et de yn, donc je vais obtenir alpha plus bêta plus gamma f de Tn et de yn. Alors, bien sûr, pour que la méthode soit consistante d'ordre 1, il faut que ce terme alpha plus bêta plus gamma soit égal à 1. Donc, pour avoir une consistance à l'ordre 1, il faut que le alpha plus bêta plus gamma, le alpha plus bêta plus gamma soit égal à 1. Donc, bien sûr, on retrouve la consistance de toutes les méthodes présentées, la méthode d'Euler, puisqu'on a dit pour la méthode d'Euler, alpha égale à 1, bêta et gamma nul. Donc, vous voyez bien sûr que leur somme va faire 1. La méthode du point milieu aussi, bêta égale à 1, alpha et gamma égale 0, donc la somme, ça va faire 1. Donc, toutes les méthodes présentes ici sont au moins consistantes à l'ordre 1. Alors, pour l'ordre 2, on a dit qu'il faut calculer la dérivée de phi, la dérivée partielle de phi, par rapport à h, et voir est-ce que ça donne un demi y seconde, ou bien la dérivée par rapport à t de la fonction f. Alors, donc si je calcule la dérivée de phi par rapport à h, bien sûr au point Tn, Yn et h, donc la dérivée ici par rapport à h c'est 0, ça c'est la fonction phi, la dérivée de ça par rapport à h est nulle, la dérivée de ça par rapport à h, donc ça va faire bêta sur 2, la dérivée de f par rapport à la première variable qui est t. Point bien sûr Tn plus h sur 2, yn plus h sur 2, f de Tn, yn. Plus, la même chose ici, si je dérive ici par rapport à h, pardon, je vais obtenir bêta sur 2, f de Tn, un, fois la dérivée de f par rapport à y. Bien sûr, au même point. Plus gamma, ici la dérivée par rapport à h de ça, donc ça fait 1. Donc ça fait la dérivée de f par rapport à t. Plus gamma, alors la dérivée par rapport à h de cette quantité, donc ça va faire f. f, dérivée de f par rapport à y. Donc finalement, donc si je calcule cette valeur partielle dérivée de phi au point h égale à 0, on obtient bêta sur 2, ou bêta, bon, 1 demi plutôt, 1 demi bêta facteur d de f sur dt plus f d de f sur dy, plus la même chose, gamma facteur de d de f sur dt plus f d de f sur dy. Donc finalement, la dérivée de phi par rapport à h au point Tn, Yn est 0 est égale à 1 demi bêta
plus gamma, facteur de d de f sur dt, au point bien sûr tn yn, plus f de tn yn fois la dérivée de f par rapport à y, au même poids. Donc, on a dit que pour avoir, et ça c'est bien sûr la dérivée de f par rapport à t, au point tn. D'accord? Quand on dérive, pardon, la dérivée totale, là, dérivée par rapport à t, de ça. Donc, quand on dérive ça, donc df sur dt plus la dérivée de u, donc ça va faire f plus la dérivée partielle de f par rapport à la deuxième variable. Ok. Donc, pour avoir la consistance à l'ordre 2, on a dit que la dérivée de phi par rapport à h doit être égale, bien sûr, au point tn, yn est 0, doit être égale à 1 demi, la dérivée totale de la fonction f. Donc ceci impose à bêta et alpha de vérifier la relation suivante. Donc, on doit avoir 1 demi bêta plus gamma égale à 1 demi. Voilà la seconde condition pour avoir la consistance à l'ordre 2. Là, on voit bien sûr que le schéma de l'air n'est pas d'ordre 2, puisque pour le schéma de l'air, alpha est égal à 1, bêta égale à 0 et gamma égale à 0. Donc, si vous faites cette somme-là, on ne peut pas avoir 1 demi. Par contre, la méthode du point milieu, pour la méthode du point milieu, le alpha est nul, le gamma est nul et bêta égale à 1. Donc, bêta égale à 1, donc ça vérifie la première condition, consistance d'ordre 1. Le bêta égale à 1, gamma égale à 0, donc 1 demi égale à 1 demi. Donc, déjà, la méthode du point milieu est d'ordre 2 en utilisant ce critère. Alors, pour la consistance d'ordre 3, donc il faut vérifier pour avoir une consistance à l'ordre 3, on doit avoir la dérivée seconde de phi par rapport à h carré, au point bien sûr t et y est en 0, soit égale à la dérivée de f, la dérivée seconde, dérivée totale d de f, de t et de y. Ce n'est pas un demi, mais ici un tiers. Donc, d'une façon générale, pour avoir l'ordre P, il faut que la dérivée partielle à l'ordre P moins 1 par rapport à H P moins 1 de phi soit égale à 1 sur P, la dérivée totale P moins 1 de la fonction f. Donc ça, c'est la relation générale pour avoir une méthode d'ordre P. Bon, malheureusement, les trois méthodes ne sont pas alpha, bêta et gamma. Pour n'importe quelle valeur alpha, bêta et gamma, ce schéma-là ne peut pas être d'ordre 3, puisque on vérifie facilement que la dérivée seconde, après un certain calcul, que la dérivée seconde par rapport à h carré est différente de 1 tiers la dérivée totale de f. D'accord? Pour la partie TP, on se donne rendez-vous une prochaine fois pour pouvoir programmer les méthodes de l'air de Runge-Kutta d'ordre 2 et de Runge-Kutta d'ordre 3. Donc, on se voit prochainement pour continuer les résolutions numériques des équations différentielles ordinaires. Donc, je vous souhaite bonne santé et restez